Les non-dits en direct. Ici, on dit ce que d'autres préfèrent taire. Sans hystérie, sans fioriture. On décortique les déclarations clés, les faits et leurs conséquences, clairement, point par point, pour comprendre ce qui se passe et où ça mène. Si ce format vous plaît, abonnez-vous dès maintenant, mettez un like et laissez votre avis en commentaire. Votre opinion compte. Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes jeudi 5 février 2020 et notre cher ami, notre frère André Martinov est avec nous. Bon retour André. C'est un plaisir. Aidez-nous à toucher un plus large public en cliquant simplement sur le bouton j'aime et en suivant le blog d'André Martinov via son site smoothiex.blogspot.com. Vous pourrez également explorer sa chaîne YouTube portant le même nom pour plus de contenu captivant. Vous allez sur sa chaîne YouTube et trouvez beaucoup de choses. Je sais, André, à chaque fois qu'il prépare une vidéo qui décrit chaque détail du conflit en Ukraine et de la guerre qui s'intensifie contre la Russie. André, laissez-moi commencer par dire que, comme vous le savez, et je suis en Iran, maintenant nous avons une énorme escalade militaire et les équipements que les États-Unis ont apportés dans la région sont destinés à exercer beaucoup de pression sur vous. Non, personne ne sait ce que Donald Trump et son administration pensent. Ils pourraient attaquer, vous savez, dans l'heure suivante. Oui. C'est précisément pour cette raison que la situation demeure délicate et fragile. Une compréhension approfondie reste essentielle. Lorsque l'on parle de Donald Trump et du type de pression qu'il tente d'exercer sur l'Iran, à votre avis, à quel point cela pourrait-il être intimidant ou effrayant pour les Iraniens sur le plan militaire, surtout sachant que je suis basé actuellement en Iran? Tout ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils sont prêts et qu'ils savent que si les États-Unis veulent attaquer, ils connaissent l'escalade. Ils connaissent l'ampleur de l'attaque. C'est pourquoi ils sont tous prêts, même s'il s'agit d'une attaque, et ils mettent tout leur pouvoir pour répondre à l'attaque. Israël deviendra une cible directe, tout comme les bases militaires et les porte-avions américains situés dans cette région stratégique. Mais selon vous, comment interpréter cette nouvelle configuration et les risques d'escalade entre ces deux parties en conflit? Eh bien, tu l'as expliqué en détail, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est comme ça. Alors que l'Iran va continuer à jouer le jeu diplomatique, c'est certainement la dune de Frank Herbert. Vous savez, la célèbre forme doit être respectée et l'Iran va continuer à le faire. La Russie et la Chine travaillent derrière huis clos pour résoudre toute cette affaire, vous savez. Mais Trump, malgré ses bêtises et ses frappes de poitrine, quelqu'un doit lui dire que pour qu'il réfléchisse sérieusement à cela, s'il veut mettre fin à sa présidence, il peut certainement essayer, vous savez, il pourrait causer certains dommages à l'Iran, vous savez, sans aucun doute. Mais le problème, c'est que le problème ici est purement arithmétique et les États-Unis n'ont qu'environ, vous savez, ils varient. Évidemment, personne ne vous dira le vrai chiffre, mais il se situe entre 21,2, peut-être 31,2 000 missiles Tomahawk. Les plus nombreux sont les numéros 4 et 5. Je veux dire, ils sont encore obsolètes, mais ce ne sont que des missiles Tomahawk. C'est le seul actif que les États-Unis peuvent utiliser sans être affectés par les armes standards, par exemple, pour ainsi dire, immédiatement dans le domaine naval. Parce que oui, vous pouvez piloter plutôt bien certains avions, mais surtout les destroyers de classe Hurlburt et les sous-marins de classe Virginia. Vous pouvez tirer le plus haut qui est encore en mer, c'est le SSGN, qui, je crois, a été converti en porte-avions 142 Tomahawk. Oui, une fois que vous l'avez lancé, sinon vous pourriez avoir des cibles. Mais d'abord, la piste a des systèmes de défense aérienne et deuxièmement, que comptez-vous faire avec les bases américaines dans la région? Israël a immédiatement compris, parce que tout le monde comprend, ce qui motive la politique américaine à l'égard de l'Iran. La vérité est que Trump appartient à Bibi Netanyahou et au gouvernement israélien. C'est essentiellement le spectre, ou la gamme de possibilités, si vous voulez. Voilà. Bien sûr, ils pourraient essayer, vous savez, de faire leur truc traditionnel. Comme vous savez, Alpha Strike, amener un autre groupe important de porte-avions dans la région. Et, d'accord,
Cela permettrait à 120 avions de tourner et de lancer tout ce qu'ils pouvaient. Mais encore une fois, les États-Unis sont absolument incapables de mener des opérations combinées d'armes. En Iran, les conditions géographiques sont un véritable cauchemar, rendant l'engagement militaire américain presque impossible pour ce type de confrontation. L'Iran est un grand pays doté d'une grande capacité industrielle et d'une puissante force armée. Donc, le seul espoir est de créer une sorte de, vous savez, la portée de l'explosion, vous savez, toutes sortes de choses, peut-être utiliser tout ce qui reste de la 5e colonne pour renverser ce qu'ils appellent le régime. Eh bien, je veux dire, ils peuvent essayer le problème, comme je l'ai déjà déclaré, à partir de nos données ou n'importe quelle autre base qu'ils ont obtenue. Pour qu'ils puissent le faire, ils doivent commencer à retirer leur personnel. Quiconque pense que le Patriot Pact 3 peut résister à une grève massive, j'ai un pont que je peux leur vendre. Eh bien, alors Trump, la dernière chose dont Trump a besoin en ce moment, c'est un couvercle de cercueil, vous savez, Star Stripes, vous savez, rentrer chez vous. Cela pourrait entraîner des pertes massives pour les États-Unis. Alors, tu sais, qui sait, mais comme vous l'avez déjà dit, rien de tout cela n'arrivera probablement pas tant que les Iraniens seront prêts, et peut-être après cela, la part du ratio pourrait augmenter parce qu'ils devront reconstituer tout ce qu'ils vont dépenser. Mais au-delà de cela, je ne vois pas grand-chose de direction, pour ainsi dire, à moins que nous parlions de quelque chose que nous ne savons peut-être pas, une sorte de vieille massive, vous savez, libérale, pro-occidentale, vente prêt à prendre les armes et à renverser. Vous savez, peut-être que je ne sais pas, mais vous savez, qui sait? Vous ne pouvez jamais renoncer à aucune possibilité, mais... André, vous savez, nous avons en Iran le général de division Abdul Rahim Mousavi, chef d'état-major des forces armées iraniennes, a-t-il déclaré. Après la guerre des 12 jours, la doctrine militaire iranienne est passée de défensive à offensive en mettant l'accent sur la guerre asymétrique. Oui, absolument, absolument. C'est, encore une fois, vous savez, la plupart d'entre nous sont asymétriques au niveau national, dans le sens que vous exploitez les faiblesses de vos ennemis et que vous allez, vous savez, tous ceux qui sont en Iran ont des moyens de profiter de cela. Comme je l'ai déjà dit, les États-Unis sont effectivement exposés à la région en raison de la portée des missiles iraniens. Donc, une fois de plus, écoutez, vous vous souvenez peut-être que les services de renseignement iraniens ont montré des vidéos de l'intérieur d'une installation nucléaire qu'ils n'avaient jamais vue auparavant, par exemple, qui indiquaient clairement qu'il y avait des agents iraniens qui opéraient quelque part en Israël. Israël possède donc un réseau de renseignement très étendu. Donc, oui, il faut 2 personnes pour le réservoir. 2 personnes peuvent faire la même chose, vous savez. Donc oui, je pense l'Iran a suffisamment d'actifs dans la région, en particulier pour la fabrication, et vous savez, c'est très douloureux pour les États-Unis et Israël. André, les gouvernements ou nations de la région, notamment les pays arabes, collaborent souvent avec la Turquie. Comprendre le rôle et les actions de la Turquie est essentiel puisqu'elle joue un certain rôle. J'ai remarqué des faits similaires en Turquie. Vous savez, quand il s'agit de l'Ukraine, quand il s'agit de l'Iran, vous voyez que la Turquie travaille en quelque sorte. D'un côté, vous les voyez essayer de faire quelque chose. D'un autre côté, ils tentent de se rapprocher des États-Unis. Comment voyez-vous le rôle de la Turquie et comparez-le à ce que pensent les pays arabes de la région? Nous savons que si quelque chose arrive, ils iront dans les pays arabes et, je dirais, seront détruits par la guerre. Oui, je veux dire, nous savons que ces gouvernements, principalement les gouvernements arabes, sont totalement corrompus. Je veux dire, ils sont parfois monarchocentristes et ils sont totalement dépendants de ce que nous savons tous, le flux de pétrole, je veux dire, principalement. Pour la Turquie, M. Erdogan joue un rôle diversifié, n'est-ce pas? Ce qui veut dire qu'il a plusieurs chaises. Il a essayé de s'asseoir sur toutes les chaises en même temps. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. Mais vous devez comprendre que la Turquie dépend vraiment des États-Unis et à bien des égards clés,
Erdogan va continuer à essayer de le faire parce qu'il pense être plus intelligent que tout le monde. Le problème ici, bien sûr, est que la Turquie est poussée. Tout d'abord, nous devons comprendre que Erdogan est un frère musulman et vous savez, il est obsédé par cette idée idiote des Turcs. Vous savez, il a donc ce plan mondial, bien sûr, je veux dire au niveau de la maternelle, vous savez, pour unir les Turcs ou les Turcs dans toute l'Eurasie et ainsi de suite. La Turquie ne dispose pas de ressources à cet égard. Par conséquent, surtout étant donné qu'ils ont des problèmes économiques, il devra finalement suivre essentiellement la ligne du parti sur les États-Unis, peu importe ce qu'il dit. Beaucoup de choses qu'il fait sont aussi des relations publiques. Donc c'est de la dinde, d'accord. Ils veulent être les dirigeants du monde islamique. Vous savez, ils voulaient capturer la gloire de l'époque ottomane et quelque chose de cette nature. J'en doute sérieusement. C'est pourquoi la Turquie voit en premier lieu l'Iran comme un rival, sauf qu'ils sont sunnites et chiites, et que la dinde turque est aussi sunnite. Ils pensent que l'Iran chiite n'est pas seulement viable, mais que, comme vous le savez, l'Iran s'est montré un pays très dur, encore une fois, en se souvenant des 12 derniers jours, Israël a douloureusement appris que vous ne pouvez pas gâcher cela. Donc, dans ce cas, nous devons comprendre que de ce que j'ai recueilli, il y a beaucoup de sympathie. Encore une fois, ne me cite pas, mais à ma connaissance, il y a beaucoup de mots de sympathie dans les rues arabes. Mais encore une fois, quand remontait la dernière fois que les saints arabes étaient importants, il en va de même pour les Arabes, qui se discréditent complètement, surtout en ce qui concerne la question de Gaza et les crimes israéliens y commis. Ils l'ont sorti. Le seul pays qui a vraiment pris des mesures à cet égard est bien sûr l'Iran. Il y a donc beaucoup d'entre vous, pour ainsi dire, entre les gouverneurs et les gouvernements iraniens et arabes, des points cruciaux où leurs intérêts sont en conflit. Ainsi, peu importe l'opinion du saint arabe dans ce scénario particulier. Je ne sais pas trop, mais il s'agit principalement de monarchie, si vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, pas le totalitarisme, mais la dictature à bien des égards, vous savez, c'est ce qui se passe là-bas. Mais en Iran, Dieu interdit ce qui se passe militairement. L'Iran pourrait être compromis, mais je pense qu'ils vont s'élever et devenir plus forts dans tous les aspects des relations internationales. Encore une fois, cette fois, nous savons que la Russie et la Chine font quelque chose, peu importe ce qu'ils font, je ne sais pas. Nous ne pouvons que nous asseoir ici et spéculer. Nous savons que ce n'est probablement pas seulement une coopération technique, mais je dirais que la déclaration faite par l'Iran il y a quelques semaines est vraiment étrange. Étrange au sens positif. C'est une sorte de, vous savez, je l'ai lu et ça vient d'une force fiable. Lorsque l'Iran demande réellement, il vient de l'une des principales chaînes officielles d'information russe et je peux parfaitement comprendre cela. Je ne blâme pas cela, l'Iran demande à la Russie, avec vos capacités ISR, renseignement, surveillance et reconnaissance, de fournir à Téhéran une analyse de leur situation stratégique autour de l'Iran. Vous savez, cette demande pourrait-elle déjà être envoyée ou même demandée? Je crois que c'est très probable. Les Russes ont sûrement réagi favorablement en disant qu'ils fourniront toute l'aide nécessaire. Vous comprenez? J'ai l'intuition que l'Iran n'est pas isolé dans cette affaire. André Napugno et le gouvernement israélien parlent simplement que si les États-Unis décident de ne pas attaquer l'Iran, nous pouvons le faire unilatéralement. Est Israël? Supposons qu'Israël soit capable de mener une attaque contre l'Iran, mais cela ne peut se faire sans un soutien américain significatif. Non, ils ont besoin de réservoirs, ils ont besoin de cette flotte de KC-135. Je pense que les États-Unis n'ont que les armes commandées pour qu'ils aient besoin d'avoir des armes avec une portée plus longue. Contrairement à ce qu'ils sont, vous savez, de belles, armes hors stand-off avec une portée limitée, ce qui exigerait qu'ils pénètrent dans l'espace aérien iranien où ils seront immédiatement ciblés par la défense aérienne.
Donc, oui, ils essayeront certainement. Et si rien ne fonctionne, ils pourront retenter leur chance. Je suis presque sûr qu'Israël sera touché plus durement cette fois que la dernière fois. Donc, oui, ils croient toujours à leur système de défense aérienne américain. Et bien sûr, cela ne fonctionnera pas, mais vous savez, que puis-je dire? Ils pourraient essayer. Je doute qu'ils puissent vraiment le faire d'une manière significative. Il ne fait aucun doute qu'ils peuvent encore causer des dommages. Mais surtout les opérations américaines, ils ont probablement quelques, vous savez, avions israéliens qui volent là-bas. Mais tout le concept de guerre aérienne qui existe aux États-Unis est à bien des égards dépassé et reste coincé dans les années 1990. Je vais en fait faire une vidéo à ce sujet après la fin de la journée. Mais oui, ils croient à des choses comme l'armée de l'air et ne comprennent pas ce qu'est vraiment la défense aérienne sérieuse. L'Iran a certainement un système de défense aérienne. Je veux dire, il est évidemment inférieur à celui de la Russie, mais son système de défense aérienne est solide. Il a considérablement atténué toute forme d'attaque aérienne contre les installations iraniennes. Donc, oui, nous pouvons supposer qu'Israël n'aurait pas grand-chose à gagner s'il décidait de le faire. André, vous voyez, ma compréhension de ce qui se passe en Iran en ce moment, vous savez, l'armée dont ils parlent, le renseignement, vous savez, la manipulation dont ils ont essayé de faire ici en Iran. Je pense que tout cela a été vaincu, vous savez, ils n'ont aucun espoir dans cette direction. C'est pourquoi l'option militaire reste sur la table et reste à envisager. Mais quand je parle à des gens ordinaires, vous savez, quand vous parlez à des responsables, des décideurs politiques, ils disent, c'est quelque chose quand vous parlez à des gens ordinaires, donc supposons que les États-Unis vont attaquer l'Iran. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent bombarder cet endroit. Comment dit-il que cela changerait le pouvoir de l'Iran? Comment cela va-t-il changer? Vous savez où aller? Je crois qu'attaquer l'Iran ne changera pas la situation actuelle de manière significative. Je suis d'accord. Encore une fois, je suis d'accord pour dire que tant que la nation iranienne est ferme et que nous parlons de très grands pays, 90 millions d'habitants, ce n'est pas l'Irak, c'est tout à fait. Vous m'entendez? Oui, je t'entends. Oui, t'as entendu ça? Oui, t'es de retour, André. Oh, d'accord. Donc oui, tant que la nation iranienne est fermement unie, sauf pour les libéraux urbains qui croient encore aux contes de fées occidentaux. Oui. Que peuvent-ils accomplir? Les États-Unis insistent sur leur incapacité à affronter des ennemis sérieux, ce qui n'est pas dans leur doctrine. Je veux dire que cette doctrine a été écrite pour les forces expéditionnaires, essentiellement, qui doivent combattre les autochtones, de préférence avec des arcs et des flèches, et qui ne peuvent pas riposter. C'est presque la façon américaine de faire la guerre. L'Iran n'est même pas le Vietnam. En ce qui concerne leur première fois, ces hommes ont une lignée sérieuse. Il y avait une sérieuse antiquité iranienne, même quand c'était de la Perse, vous savez. Il y a donc beaucoup de choses qui affectent l'image mentale des Iraniens. Je veux dire qu'il y a bien sûr des problèmes évidents. N'importe qui fait ça. Mais notre point de vue est que vous ne pouvez pas détruire ce pays. Essentiellement, ce que l'Iran a enduré, y compris la guerre avec l'Irak, est soutenu par la moitié du monde, y compris l'Union soviétique, les États-Unis et l'OTAN. Ils ont toujours échoué, vous savez. Donc, cela vous dit quelque chose sur les gens qui ont combattu. Je veux dire, bien sûr, ils ont participé à des opérations à une époque où les sentiments révolutionnaires islamiques étaient forts. Mais quand vous voyez ça, ces gens ne sont pas ceux avec lesquels vous voulez déconner, vous savez. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Ils réussissent peu importe les circonstances. Mais c'est la seule chose qu'ils font. Ils ne peuvent pas garder les pieds sur terre et affronter de véritables ennemis. L'Iran est le vrai ennemi et quand vous regardez le terrain, c'est un terrain cauchemardesque. S'ils pensent qu'ils ne peuvent pas déployer une force blindée, vous savez, nous pouvons la manipuler. Non, vous ne pouvez pas manœuvrer en Iran. Vous allez vraiment être entraîné dans ce terrain désastreux, dans ces endroits étroits, et vous savez, vous allez être tué. C'est aussi simple que ça. André, nous savons qu'il parle des négociations entre le ministre iranien des Affaires étrangères et Steve Witkoff à Oman.
Il semble, André, après tout cela, vous savez, nucléaire, il semble que les États-Unis, Al Jazeera a rapporté que les États-Unis demandent maintenant à l'Iran de limiter ses exportations d'énergie vers la Chine. Tu sais, c'est un peu surprenant. Ces gens, tout cela est raisonnable. Est-ce qu'ils comprennent vraiment ce qu'ils disent? Eh bien, je veux dire, peut-être que certaines personnes pourraient, mais encore une fois, leurs moyens de subsistance dépendent de cela, vous savez. Donc, ils ont une hypothèque, ils ont n'importe quelle famille qu'ils ont. Et certaines personnes pourraient avoir plusieurs familles, vous savez. Ils ont donc besoin, vous savez, de se nourrir d'une certaine façon. Par conséquent, ils approuveront tout idiotisme créé par Trump. Son idée est qu'il veut vraiment couper l'énergie chinoise. Bien sûr, la Chine reçoit jusqu'à 1/3 de cette énergie qui est transportée par des voies navigables qui traversent le détroit d'Ormuz et évidemment l'océan Indien. Donc, mais encore une fois, Trump est trop tard, il est trop inculte, trop primitif pour comprendre. Je suis malade. Directement, vous savez, pour entendre quelques stratégies. Et il n'y a pas de stratège. Trump n'est pas le premier à parler de stratégie. C'est son désir. C'est comme ça qu'il voit le monde. Il pense que vous pourriez appeler ça une stratégie. Il essaiera donc de faire tout ce qu'il veut. Vous savez, un tyran, vous savez, ce genre de choses, vous savez, secouer l'air, vous savez, festin dans l'air. Mais le problème est que c'est un tigre de papier et la seule chose qu'ils peuvent faire est, oui, de menacer toutes sortes de sanctions. Mais si l'Iran ferme le détroit d'Ormuz, il peut le faire. Les Iraniens ont intercepté 2 pétroliers ce matin, comme nous le savons. Trump est un taco sans subtilité aucune. Il y a une raison pour laquelle ils l'appellent taco. Trump, vous savez, Trump a encore reculé, vous savez, donc il sait qu'il devrait probablement comprendre qu'il n'y a pas beaucoup derrière lui, vous savez. Donc oui, allons bloquer, vous savez, comme un blocus maritime contre l'Iran, d'accord. L'Iran est une puissance continentale. Je veux dire, ce n'est pas seulement une puissance maritime, mais aussi une puissance continentale. Il a des lentilles de communication. Et bien sûr, maintenant, nous avons un chemin de fer qui traverse le Turkménistan en cours d'exploitation, pour ainsi dire. Ils construisent le pont sur la mer Caspienne. Eh bien, je ne suis pas sûr de l'Azerbaïdjan, mais apparemment, l'Azerbaïdjan veut toujours posséder ce corridor NS, vous savez. Mais oui, si ce monsieur Arif pense avoir la capacité de jouer sérieusement dans cette région complexe, il dépasse largement ses compétences. Cependant, l'Iran, avec son pont terrestre stratégique vers la Russie, reste dans une position clé. Ils veulent donc blesser la Chine. De toute évidence, Trump est obsédé par la Chine et peut-être qu'il les battra à un moment donné parce que les Chinois évitent encore leur véritable, vous savez, confrontation face à face. Contrairement à la Russie qui peut parler aux États-Unis et leur dire d'aller à la livre sterling cent, la Chine ne peut pas le faire. Ils peuvent jouer à leur, vous savez, ce jeu économique, ce jeu diplomatique. Mais s'ils veulent faire quelque chose, je ne sais pas. Trump pourrait le sentir et c'est compréhensible. La Chine ne veut pas de guerre. Les Russes étaient prêts à toute forme de développement. La Chine ne l'est pas, mais l'Iran l'est et c'est une autre partie. Alors, suivez votre stratégie, allez obtenir ce, vous savez, un blocus maritime et laissez la Chine le débrancher, vous savez. Mais, comme nous le savons avec certitude, un problème extrêmement grave surgit en Iran. Si l'Iran choisissait de fermer purement et simplement le détroit d'Ormuz, cela entraînerait des impacts dévastateurs sur l'économie mondiale et surtout occidentale. Disons que ce serait très mauvais. Trump, bien qu'ayant peut-être un certain discernement, reste préoccupé par nos prochaines élections de mi-mandat, source importante d'intérêt politique. Trump avait besoin d'une sorte de, vous savez, juste, ils ont kidnappé Maduro, mais cela n'était évidemment pas suffisant. À certains égards, c'est une métaphore pour des ânes portant des sacs d'or, une puissance économique surplombant la simple force militaire. Donc, je ne sais pas. Il est difficile de dire que la situation de Trump est si compliquée parce que, comme je l'ai déjà dit, les États-Unis ont été militairement exposés comme un tigre de papier. Sa technologie ne fonctionne pas. Les États-Unis montrent une planification largement amateur, notamment visible dans le conflit ukrainien actuel. Alors, quelle est la prochaine étape à envisager?
Les États-Unis n'ont même pas de système de défense aérienne qui fonctionne, vous savez. Donc oui, c'est tout ce que vous devez savoir. Le jeu continue, donc nous verrons bientôt. André, que pensez-vous de la rencontre trilatérale entre les États-Unis, la Russie et l'Ukraine? Est-ce que cela va se produire quelque part en Europe? Non. Ça ne mènera à rien. Encore une fois, les Russes ont agi. Je suis Joanne, alias Frank Herbert. Respecter le protocole semble impératif. Pourquoi ne pas jouer sérieusement à ce qu'on nomme diplomatie internationale? Qu'est-ce que la diplomatie? Eh bien, les Russes ont été envoyés pour la deuxième fois, M. Kostakov, en fait le chef de la GRUGU, et tous les militaires qui n'étaient pas là pour négocier quoi que ce soit. C'est ce qu'ils ne comprennent toujours pas. Ils sont venus là-bas pour montrer leur carte, montrer l'équilibre des forces, montrer ce qui se passe avec les restes des forces armées ukrainiennes. Ils ont expliqué où la Russie irait d'ici s'ils n'étaient pas d'accord. S'ils ne sont pas d'accord, t'es mort. Cette fois, le scénario les voit séparés encore, mais ils se retrouveront dans quelques semaines. Alors réfléchissez à quelques semaines juste au cas où. Bien sûr, cela vous dit tout ce que vous devez savoir. Et la tentative désespérée de Trump de sortir l'Amérique de la difficulté dans laquelle l'Amérique s'est retrouvée. L'Amérique conserve sa réputation d'être belliqueuse, ce qui reste toujours d'actualité. Pas un parti neutre, ce n'est pas une partie qui veut être l'arbitre. Eh bien, je veux dire, Trump, évidemment, ne comprend pas la première chose militaire, mais le point est que les États-Unis sont une partie à la guerre. C'est l'ennemi de la Russie et du peuple russe. Donc, peu importe comment vous jouez, mais comme je le répète de manière nauséabondante, parce que les États-Unis sont toujours leur superpuissance nucléaire, les Russes vont parler avec eux, mais les exigences sont bien connues. Les objectifs politiques de la guerre russe sont bien connus. Ils n'ont pas changé. S'ils pensent que Washington peut le changer, j'ai un pont à leur vendre. Ce sont donc des tentatives désespérées de séparer les États-Unis des crimes de guerre commis en Europe, vous savez, et ils continuent de le faire. Oui, la Russie dit bien sûr que nous allons négocier, vous savez, mais le point est que tout cela n'est pas parce que, comme le disent les Russes, nous le faisons soit diplomatiquement, soit militairement, et cela n'a pas d'importance pour nous. Pensez-vous qu'André Donald Trump, nous savons que Lindsey Graham joue le même rôle à chaque fois qu'il parle de missiles, prenons-les. Non, oui, il est direct et techniquement incompétent. Oui, absolument. Mais en général, quand vous regardez le Parti républicain, pensez-vous que le résultat, la somme des réacteurs au sein du Parti républicain, tend vers cela, la fin du conflit en Ukraine, ou sont-ils encore faucons à l'égard de la guerre, du conflit? Les membres du Congrès de tous partis sont idiots, franchement. Il est avocat, politologue ou ressemble peut-être à Tom Coughlin. Premièrement, la plupart d'entre eux sont dans les poches d'Israël. Il faut donc comprendre que ce n'est pas l'Amérique. Le Congrès, c'est la Knesset 2.0. Ils agissent essentiellement dans l'intérêt d'Israël. Et puis tout ce qui reste, tout est conquis par elle. Deuxièmement, militairement, ils sont tous incompétents. Les États-Unis n'ont pas de militaires compétents. Le Congrès, y compris son personnel. Au lieu de comprendre, ils vivent dans cet univers alternatif. En général, les États-Unis ne connaissent pas la véritable guerre. Ils croient donc toujours à cette propagande. Ils ont regardé des films comme Maverick, vous savez, Top Gun, Maverick ou tout autre roman, et vous savez, ils ont probablement cru que l'Amérique était dans Star Wars 2. Donc oui, ils croient que les États-Unis contrôlent l'univers. Donc non, je suis sérieux, je veux dire ça. Ils sont tellement stupides. Tu ne peux pas. Même ces diplômés de West Point comme Tom Cotton, qui est un héros de l'Afghanistan, et les avocats aussi qui manquent d'outils pour le maîtriser d'ailleurs. Donc, ils ne comprennent pas. Et ceux qui peuvent le sentir, à qui vous ne pouvez pas opérer et expliquer de toute façon rationnelle, sauf ce que font les Russes. Ils ont essentiellement mis leur froid, vous savez, encore froid tonneau dans le temple américain, surtout aujourd'hui, lorsque leur traité START est sur le point d'expirer. Vous devez leur expliquer clairement que vous avez perdu la course aux armements et les matchs éliminatoires, en effet. Vos capacités militaires ne sont pas aussi fortes que vous le pensez. Même en ce qui concerne leurs armes nucléaires, c'est une grande histoire. Vous savez, donc les États-Unis sont tellement en retard que je ne peux même pas souligner assez. En conséquence, quel est votre objectif et quels sont leurs désirs spécifiques? Ils peuvent poursuivre leurs souhaits librement.
Mais le problème, comme je viens de le dire il y a quelques minutes, est que les Russes y sont enregistrés. Nous atteindrons les objectifs des opérations militaires spéciales par des moyens pacifiques, militairement peu importants, mais ils seront atteints et ils sont bien connus. Par conséquent, peu importe ce qu'ils veulent, peu importe comment ils essayent de manipuler, les États-Unis sont une partie. C'est ce qu'on appelle la belliqueuse avec l'Ukraine et l'OTAN. En conséquence, la seule raison pour laquelle la Russie parle aux États-Unis est parce que nous vivons dans un paradigme nucléaire et que les États-Unis sont une superpuissance nucléaire. La Russie et les États-Unis ont une responsabilité immense, empêcher l'extinction de la civilisation humaine, ce qui est leur raison principale. Au-delà de cela, si les États-Unis veulent combattre la Russie de manière conventionnelle, les Russes sont prêts à montrer. Le problème est qu'ils n'ont pas pu déployer des troupes en Europe en premier lieu. Ils ne se connaissent pas. Ils ne comprennent pas l'inadéquation technologique. Vous savez, l'inadéquation entre la Russie, les forces armées russes et l'armée américaine. C'est horrible. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Dans ce cas, la seule approche qu'ils semblent comprendre est celle reposant sur la souffrance accrue. Ainsi, dans ce scénario, une soumission économique et militaire renforcée met en évidence le fait central que cette stratégie est typiquement américaine. L'arsenal de l'armée est inutile. Essentiellement, vous savez qu'ils peuvent encore causer des dommages à n'importe quelle arme, mais les performances sont, si cela est fait par l'armée, en fait surtout en 2023, en termes militaires, surtout en termes de personnel meilleur que les États-Unis. L'armée était, vous savez, donc je parle des Ukrainiens. Donc quand vous regardez cela, d'accord, vous pouvez vouloir ce que vous voulez, mais la logique de l'environnement, de la stratégie et de la stratégie militaire domine la journée. Ils le possèdent, ainsi qu'ils peuvent sortir et faire toutes sortes de déclarations. Ils peuvent aller sur leur parcours de golf ou sur leur parcours ou n'importe quel club le week-end et discuter de tout ce qu'ils veulent. Tu ne comprendras pas. Vous ne pouvez obtenir que ce qui est imposé par les objectifs politiques des opérations militaires spéciales de la Russie contre l'OTAN, pas vous. Vous savez, l'Ukraine est le même outil. Alors, laissez-les vouloir ce qu'ils veulent. Ils peuvent sortir, vous savez, purifier la chaleur, vous savez, agiter leurs points et leur géopolitique ou tout ce qui est considéré comme basé sur l'équilibre des pouvoirs. À long terme, l'équilibre des forces n'est pas juste pour les États-Unis. André, ce qui m'étonne, c'est qu'un nouveau traité de réduction des armements stratégiques, qui, à mon avis, est l'un des plus importants de l'histoire de l'humanité, personne n'en parle. Personne, vous savez, ne semble en quelque sorte ignorer l'importance de ce traité. Est-ce qu'ils veulent vraiment une situation prospère, vous savez, pour toute la planète? Parce que si vous êtes préoccupé par ce genre d'armes, vous devez considérer que, vous savez, ils n'ont pas lancé ce traité parce qu'ils veulent faire quelque chose pour la prochaine génération, pour l'avenir, vous savez. Ouais, non. Voir que les États-Unis sont plus préoccupés par cela. Ils ont obtenu leur plaisir grâce à leurs propres approvisionnements, surtout dans les années 90, lorsque l'Union soviétique s'est effondrée. Comme d'habitude, ils ont appris toutes les leçons erronées. De toute évidence, nous pouvons maintenant le dire de manière très convaincante. L'expérience prouve que les forces américaines n'ont tiré aucune leçon de n'importe quel type de guerre et qu'elles ne sont pas capables de le faire. Il en va de même pour les décideurs politiques parce qu'ils sont d'accord. Une fois de plus, je voudrais réitérer le point soulevé par le major général Latif, qui a servi à la DARPA pendant 20 ans et est titulaire d'un doctorat en physique. En plus d'avoir écrit en tant que militaire dans son livre de 2016, You Know Future War, que tout ce que le public américain et ses décideurs politiques savent vient de l'industrie du divertissement et apparemment l'armée américaine en apprend la plupart. Vous regardez donc les gens qui ne comprennent pas ce qu'ils font. À cette époque, une génération d'anciens vétérans américains de la Seconde Guerre mondiale étaient de vrais gens qui ont vraiment vu les horreurs de la guerre, par exemple George H.W. ou Bush Sr. C'était un vétéran véritable qui a fait expérience directe de l'enfer de la guerre
Ils comprennent donc ce qu'ils ont à faire. Mais ces gens ne l'ont pas fait. Ils ont un tas de leurs repas de diplôme par l'intermédiaire des escrocs académiques de l'Ivy League, et c'est un repas de diplôme, donc ils ne comprennent pas ça. Tout d'abord, ce que cela signifie, parce qu'il y a leur problème, disons leur peur des armes nucléaires, eh bien c'est le doute, disons-le ainsi. Deuxièmement, ils considèrent toujours les États-Unis comme une superpuissance en matière d'armes nucléaires. Les États-Unis ne sont même pas la même chose que la Russie. Ainsi, ils pensent que si les missiles à portée intermédiaire du traité INF sont de même, ils pensent, oh oui, nous sommes techniquement bons, sortons de tout le traité sur les missiles balistiques. Chaque fois qu'ils abandonnent ces choses en pensant qu'ils ont déjà dirigé, ça prouve essentiellement qu'ils sont. Mec, vous êtes juste, vous savez, comparé à ce qui a été déployé en Irak, le tiers-monde. En conséquence, par la même chose s'est produite ici, vous savez. Donc, Trump pense qu'il peut construire une bombe d'or ou une flotte d'or. C'est une illusion au niveau de la maternelle, vous savez. Donc oui, c'est difficile d'expliquer à ces gens, vous savez, vous savez quoi, vous n'êtes pas aussi bon que vous le pensez. En fait, vous n'êtes pas du tout bon, vous savez. Donc pour eux, c'est juste, vous savez, le monde s'est fondamentalement effondré et c'est ce qui se passe. Beaucoup d'entre eux sont dans toutes sortes de grandes crises et comme nous l'avons observé, ce n'est pas seulement une grande crise. Nous observons leurs événements horizontaux historiques et la combinaison W se décompose essentiellement et perd tout. En regardant l'Europe, par exemple, les États-Unis ne sont pas loin derrière, bien qu'ils occupent d'ici encore une position privilégiée. Dans ce cas, et j'ai vécu cela aussi, beaucoup de gens peuvent ne pas nécessairement le comprendre intellectuellement, mais ils peuvent le sentir. En conséquence, vous avez beaucoup de troubles mentaux. Les gens vont devenir fous. Ils ont perdu le contact avec la réalité à cause d'une sorte de, vous savez, extérieur très mauvais stimulus. Et voilà, vous avez le peuple. Vous regardez les membres ordinaires du Congrès ou quelques généraux américains. Mon Dieu, ces gens ne sont pas normaux à bien des égards. Ils ne comprennent pas la réalité. Ils croient en leur Kool-Aid. C'est extrêmement complexe à expliquer. Les gars, vous n'êtes pas si bons. Tu n'as jamais, tu sais, donc, mais quoi, quand je le dirai, ils le découvriront. Découvrez qu'il est célèbre pour le fait. Si tout s'est trouvé autour que vous savez, alors s'ils l'ont fait, c'est ce qui s'est passé. Donc, les États-Unis, encore une fois, les États-Unis ne savent pas ce qu'est une guerre continentale. Ils l'ont vécu. Et toutes ces choses à propos de vous, savez, oui, la guerre civile américaine, s'il vous plaît, vous savez, c'était, vous savez, il y a 180 ans. Alors, s'il vous plaît, laissez-le essentiellement il y a 170 ans, vous savez. Donc, tout ce que je peux dire, c'est que nous devons faire face à cela. La seule façon de le faire est d'éduquer les gens et d'essayer de les influencer, vous savez, pour qu'ils ouvrent les yeux à ce qui se passe. Mais les élites politiques et les soi-disant élites intellectuelles des États-Unis sont toujours en deuxième année aujourd'hui et ils sont justes. Ce n'est pas une élite. Je ne sais pas. C'est une collection d'eux. Ce n'est pas fondamentalement un travail. André, pensez-vous que ce qui s'est passé jusqu'à présent dans tous ces conflits, vous savez, le chaos est en train de se produire et pensez-vous que l'avenir de tous les enfants, nos enfants, sera plus sûr ou plus dangereux? Comment voyez-vous l'avenir? Parce que les États-Unis, vous savez, étant donné que Donald Trump est arrivé au pouvoir et a parlé de nous amener à inclure la Chine dans l'accord. Maintenant, les États-Unis abandonnent tout, vous savez, se retirent de tout et ce n'est pas que nous n'ayons pas prolongé le traité. Ensuite, vous verrez ce que les BRICS et les BRIC font, ce que l'Organisation de coopération de Shanghai font apporter une sorte de sécurité, une sorte d'avenir, une sorte d'espoir. Pour l'avenir, nous sommes au milieu de la formation d'un nouvel ordre mondial. Littéralement, je suis sérieux. Comme tout processus de cette ampleur, il est évidemment très volatile. Aussi étrange que cela puisse paraître, la seule façon de nous empêcher d'exterminer fondamentalement l'humanité est par les armes nucléaires, parce que les États-Unis sont totalement ignorants et incompétents en matière de guerre, et vous savez, ce n'est pas le cas. Oh oui, on peut continuer. Oui, allons-y. Montrons ça aux Russes. Vous savez, ça ne peut pas.
mais ça le fera. Il est intéressant de noter que les armes nucléaires ici jouent un rôle stabilisateur. Vous savez, donc, même s'ils sont des idiots à Washington, D.C., ils le comprennent. Au moins certains d'entre eux. Vous savez, quand quelque chose de mégatonne, vous savez, de l'échelle de Champ s'envole, il n'y a rien là-bas. Donc, dans ce cas, espérons que vous savez que l'identité injustifiée comprend cela. Cependant, ils ne saisissent guère la vraie essence d'une course aux armements, ni les implications technologiques. Nous resterons donc dans cette situation volatile pendant un certain temps, mais espérons que nous pourrons éviter une confrontation nucléaire. Si nous évitons une confrontation nucléaire, alors oui, les BRICS et l'Organisation de coopération de Shanghai deviennent, vous savez, essentiellement un nouveau pivot autour duquel ce tout nouvel ordre mondial se condense. Cela dépend aussi de la Russie et de la Chine, de la façon dont ils vont résoudre leurs problèmes les uns avec les autres. Il s'agit d'une évolution très positive. Les relations entre la Russie et la Chine et leurs voisins sont excellentes. Donc, quand vous mettez cette puissance économique et militaire ensemble, c'est essentiellement une superpuissance. C'est l'avenir, oui, c'est l'avenir dans lequel nous allons tous aller, mais nous serons encore dans une phase plus volatile pendant un certain temps, vous savez, donc c'est inévitable. Les États-Unis ont besoin de leurs droits. Eh bien, cela ne se fera pas d'une manière radicale, mais les élites américaines de Washington, D.C. doivent quitter complètement le pouvoir jusqu'à ce que de nouveaux gens avec de nouvelles perspectives et de jeunes gens qui ont le cerveau de maîtriser au moins quelque chose arrivent au pouvoir aux États-Unis et commencent à changer la direction générale du pays qui en a clairement besoin. Sinon, les États-Unis se désintégreront. Croyez-moi, aussi étrange que cela puisse paraître, les Russes ont peur du fait que les États-Unis commencent à se désintégrer. C'est là que nous nous trouvons maintenant et, eh bien, la Russie fait tout ce qu'elle peut, vous savez, pour empêcher tout incendie qui pourrait créer, oui, essentiellement, un échange nucléaire. C'est assez bien, tu sais? Mais oui, attache-toi. Nous allons poursuivre nos efforts pendant un certain temps. Oui. André, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je suis heureux aussi. Enchanté, Nemo, c'est un réel plaisir. Très bien. Au revoir. Dans le bruit des écrans, les ombres font la loi. Des titres qui s'allument puis s'éteignent sans voix. On lit entre les lignes, on suit le fil discret. Les mots qu'on n'a pas dit, les gestes qu'on promet. La nuit porte des preuves, des signes à moitié. Un chiffre, une image, un regard détourné. Si tout semble clair, c'est peut-être un décor. Nous on cherche la faille et la vérité dehors. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. Des promesses en coulisses, des mains sous la table, des versions officielles, trop lisses, trop hables. On compte les secondes, on suit les trajectoires. Les cartes se déplacent et changent d'histoire. Un port, un ciel chargé, un message chiffré. Des alliances qui craquent, des pactes déchirés. Si l'info te traverse comme un courant sans fin, ici on la ralentit pour voir ce qu'elle peint. Les non-dits, on les met en lumière. Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers et le réel surgit. On ne vend pas des peurs, on cherche des repères. On sépare le bruit des faits, la scène du mystère. Chaque phrase a son prix, chaque silence un poids. Mais la vérité respire quand on tient le cap droit. Regarde bien la trame, derrière le spectacle. Les détails sont des clés et les angles des actes. Si tu veux comprendre au lieu de simplement croire, reste avec nous, on remonte le miroir. Les non-dits, on les met en lumière.
Quand le monde se tait, on écoute la poussière. Les non-dits, on recolle le sens. À froid, sans cri, mais avec exigence. Les non-dits, au cœur de la nuit, on ouvre les dossiers. Et le réel sur